La matinale RCF, le grand invité. C'est une histoire faite de lutte et de solidarité, l'histoire d'une femme engagée depuis ses 12 ans auprès des plus pauvres et qui pourrait en inspirer d'autres. Un message puissant aussi, de tendre la main à celui qui en a besoin sans détourner le regard de la précarité dans notre société. Cette histoire, c'est la vôtre, Henriette Steinberg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale du Secours populaire. Vous dirigez également la librairie La Balustrade à Paris. Et vous venez donc de publier ce livre « Ne jamais baisser les yeux » aux éditions Robert Laffont. Un livre dans lequel vous racontez votre vie, vos engagements. Le premier engagement, c'est cette collecte à Paris pour les mineurs en grève, pour leurs enfants, quand vous avez seulement 12 ans. D'où vous vient cette envie, ce besoin d'aider les autres ? Ah, ça, je suis bien incapable de vous répondre. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ce que je peux vous dire de façon claire, c'est que je l'ai toujours vécu. Je n'ai aucune idée de l'origine, sauf à la situer chez mes géniteurs. Oui, ça vient peut-être de votre famille dont vous parlez beaucoup, notamment de votre maman également. Vous êtes fille de survivants de la Shoah. Vous ne rouliez pas sur l'or quand vous étiez enfant. Pourtant, le partage, c'était une valeur centrale chez vous. Ah oui, non seulement on ne roulait pas sur l'or, mais même l'idée de l'or ne faisait pas partie de notre environnement. Et en revanche, ce qui faisait partie de notre vie, c'était évidemment le partage. Et le partage avec ceux qui rencontraient des difficultés lourdes. Nous en rencontrions aussi, mais d'autres en rencontraient d'encore plus lourdes. Et de toute façon, les conditions de vie de ceux qui travaillaient étaient des conditions difficiles, et dans ma famille comme chez d'autres. Simultanément, si je puis dire, la relation avec l'environnement, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les enfants, des quartiers où on habitait, ne posait aucune espèce de question. Il était évident que celui qui le pouvait aidait l'autre et savait de façon certaine que s'il lui arrivait quelque chose, l'autre l'aiderait aussi. Vous avez compris très vite le sens du mot injustice et de ces conditions aussi de travail difficiles dont vous parliez à l'instant autour de vous ? Je ne sais pas si tôt je l'ai ressenti comme une injustice. Parce que pour le ressentir comme une injustice, il faut avoir une idée de la justice et je ne suis pas sûre que ça se soit passé comme ça. Mais en tout cas, la difficulté, celle-là, c'était très très clair. Et ce qui était tout aussi clair, c'est que les difficultés, on peut les surmonter. On peut les surmonter quand on se met ensemble. Tout seul, c'est beaucoup plus difficile. Et ça me venait aussi de la famille. Et je l'ai épousé sans grande difficulté. Et je partage encore aujourd'hui cette perception des choses. Effectivement, grâce à votre maman, dont vous parlez beaucoup dans votre livre, une femme au caractère bien trempé, vous découvrez, je cite, qu'il suffit de se battre pour jeter un sort à l'injustice. Est-ce que c'est parti aussi peut-être un peu de la colère pour vous ? Est-ce que la colère a pu être un moteur dans votre volonté de vous battre ? La colère. Je ne sais pas si c'est la colère, mais c'est le désaccord profond et l'idée selon laquelle il n'y a aucune raison d'accepter. Quand quelque chose ne va pas, il faut voir comment il est possible de résoudre, et soi-même pour ce qui concerne soi-même, mais avec les autres, pour faire en sorte que les situations qui ne sont pas tolérables soient surmontées. Alors, est-ce que c'est ça la question de l'injustice ? Je ne sais pas. Philosophiquement, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Mais en tout état de cause, ce qui est clair, c'est que chacun doit avoir de quoi se nourrir sa famille, nourrir ses enfants et être en phase avec un environnement de personnes qui ne sont pas en situation de détresse. Ça, pour moi, ça a toujours été extrêmement clair, et tout ce qui est envisageable pour aider à faire en sorte que ceux qui sont en difficulté peut-être pas sortent de ces difficultés, parce que ce n'est pas une porte de sortie, mais en tout cas voient comment assumer et comment passer à l'étape suivante par sa propre mobilisation, mais aussi avec le soutien de son environnement. Pour moi, l'ensemble fait sens. C'est ça qui vous anime encore aujourd'hui ? Oui, absolument. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale du Secours populaire.
qui est très mobilisé notamment aujourd'hui auprès des civils ukrainiens. On sent que ça continue ce besoin de solidarité. Alors auprès des civils ukrainiens bien sûr, avec les associations ukrainiennes en Ukraine. Et en priorité en direction des enfants, ce qui va de soi, des femmes et des enfants. Et c'est en Ukraine, mais c'est aussi au Burkina Faso, et c'est aussi dans de très nombreux pays dans le monde. Pour ce qui concerne le secours populaire, où que le malheur ou la misère frappe, le secours populaire peut intervenir si les personnes soutiennent cette démarche, parce que le Secours populaire est une association strictement indépendante et donc elle ne peut agir comme association que si elle dispose des moyens pour ce faire. Et ces moyens sont issus du collectage auprès de chacun et de chacune, quel que soit son niveau de ressources. Et cette démarche est constante. Nous sommes présents sur tous les continents, non pas en tant que secours populaire, nous y allons en tant que secours populaire, mais sur place, nous avons des partenaires locaux qui eux-mêmes sont les mieux à même de connaître les situations concrètes et de nous dire sur quel type de projet ils ont le plus urgent besoin de soutien, ce que nous discutons ensuite avec nos amis en France et sur lesquels nous mobilisons les fonds correspondants en appelant à la collecte pour ce faire, ce que je fais à votre micro aussi. La précarité, les difficultés, elles sont présentes, comme vous le disiez, dans tous les pays. Enfin, en tout cas, tous les pays sur lesquels vous vous mobilisez, pardon. Mais aussi en France, est-ce que vous êtes inquiète de ce retour de la précarité, si tant est qu'elle est disparue, mais en ce moment, on le constate fortement avec la diminution du pouvoir d'achat, la hausse des prix. Il y a eu le confinement qui a aussi beaucoup touché les étudiants. Toutes ces difficultés, ça vous inquiète ? Ça nous préoccupe fortement. Et nous l'avons perçu extrêmement vite et nous en avons fait part à la puissance publique de façon explicite et à tout niveau. Nous avons identifié très vite, alors, pendant la Covid, c'est absolument certain, parce que nous savions que le confinement n'allait pas régler les problèmes et nous savions aussi que la faim ne se confine pas. C'est ce qui fait que nous n'avons jamais accepté de nous confiner. En revanche, nous avons développé la solidarité et nous avons rencontré, et sont venus à notre rencontre, des personnes dont jamais nous n'aurions imaginé que nous allions les rencontrer et dont jamais elles n'avaient imaginé qu'elles pourraient avoir besoin de quoi que ce soit parce qu'elles étaient dans un cadre professionnel et jusque-là, il n'y avait pas de questions particulières et elles ne se posaient pas de questions. Nous les avons vues en milieu rural. Nous en avons vu chez les personnes âgées seules en milieu rural. Du fait de la désertification, du fait de la numérisation à rythme accéléré de tout et du reste, qui font que les personnes qui ne disposent pas de moyens suffisants pour ce type de contact restent absolument seules. Donc ça, nous l'avons perçu. Mais nous l'avons perçu aussi en ce qui concerne les petits commerçants et tout particulièrement, là encore, les femmes veuves, petites commerçantes, que le dispositif de fermeture de tout, ce qui était entre guillemets dit non essentiel, s'est traduit par le fait qu'elles ont perdu toute ressource de façon instantanée, sans que rien n'existe dans notre pays pour prendre en charge des situations de ce genre. Donc nous avons identifié ce type de questions, mais nous l'avons aussi identifié chez des personnes qui jusque-là n'avaient jamais eu de problème particulier. Et le fait qu'il y ait confinement et impossibilité de sortir s'est traduit par le fait qu'ils n'avaient tout simplement plus un centime et qu'ils n'avaient aucune idée à qui demander puisque de toute façon, on ne pouvait pas sortir. Donc le Secours populaire s'est préoccupé de ces questions. Lui, comme il ne s'est pas confiné et qu'il a sorti les tables et les chaises, il a rencontré et permis la rencontre de très nombreuses personnes. Et du coup, ceux qui avaient la possibilité de sortir pour 1 heure, sont venus aider le Secours populaire. Et donc, on a à la fois rencontré des personnes qui jusque-là n'avaient pas rencontré de difficultés particulières, et aussi des jeunes qui, eux, avaient envie de faire quelque chose et qui, de surcroît, avaient faim. Avaient faim parce que pas de moyens, parce que étudiants et des parents loin, parce que n'ayant pas de possibilité de tirer sur un compte totalement vide, sont venus aider aux activités du Secours populaire. Et évidemment, au Secours populaire, quand on est ensemble, on partage ce qu'on a. Et donc, au moins, ils avaient à manger avec nous.
C'est la démarche du secours populaire, c'est la même dans le monde entier. La précarité, elle est toujours aussi présente aujourd'hui, notamment avec cette hausse des prix de l'énergie, des prix de tous les produits alimentaires. L'État a mis en place certaines mesures pour soutenir le pouvoir d'achat des Français. Doit-il aller plus loin, selon vous? Prendre plus sa part face à la précarité des Français? Alors, moi, je ne suis absolument pas en mesure de vous dire ce que l'État devrait faire de façon concrète. Il dispose d'éléments d'information et des moyens dans ce pays, et en particulier les taxes et les impôts. C'est à lui de faire son job, si je puis dire. Mais pour ce qui nous concerne, nous, ce qu'on constate très clairement, c'est que la situation des personnes en difficulté s'est encore aggravée. Elle s'est encore aggravée parce que le fait de ne pas pouvoir travailler dans des conditions normales, le fait d'avoir des rémunérations à temps coupé, en particulier pour les femmes avec des enfants petits, ça se traduit par une insuffisance de ressources. Et cette insuffisance de ressources fait que pour avoir les produits, y compris les produits alimentaires nécessaires à leurs enfants et à elles-mêmes, et quand tout va bien aussi avec l'ensemble de la famille, aujourd'hui, c'est tout simplement pas possible. Et notre approche au secours populaire, c'est que dans sa fonction, dans son rôle, dans les raisons pour lesquelles elle existe, la puissance publique doit se préoccuper des plus fragiles, mais elle doit le faire de façon non stigmatisante, non méprisante, et en créant les conditions pour qu'on n'ait pas besoin de montrer le dernier centime qu'on n'a plus pour pouvoir accéder. Le système qui fait que quand on a 1 euro qui dépasse, d'un seul coup, tout disparaît, est pour le secours populaire une conception du monde que nous ne partageons pas. Dans votre livre, vous traversez les époques, vous parlez de tout ce que vous avez vécu. Est-ce qu'au regard justement de ces différentes époques, de ces différentes périodes de votre vie, avez-vous le sentiment qu'on a perdu le sens de la solidarité aujourd'hui? Pas du tout. Je ne pense pas du tout qu'on ait perdu le sens de la solidarité. Donc ça, c'est pour ce qui me concerne. Et pour ce qui concerne le secours populaire, nous n'avons pas ce sentiment du tout non plus. En revanche, c'est très peu promu. C'est-à-dire, et Julien Lauprêtre, notre feu président, le disait très bien, quand il y a une voiture qui brûle, toutes les radios et toutes les télés sont dessus. Quand les jeunes se mobilisent pour aider ceux qui sont autour d'eux, alors personne ne regarde. Nous, au Secours populaire, on se préoccupe de ceux qui vont aider à faire en sorte que la situation s'améliore. Évidemment, tous les systèmes qui font que tout est pensé par rapport à l'individu et pas par rapport au collectif, le collectif lui-même ayant besoin d'une approche collective, est une analyse, c'est une analyse sociale. Ce n'est pas celle que nous partageons. Il y a un message dans votre livre qui est très fort, qui ponctue un petit peu tout votre récit. C'est le fait que justement cette main tendue, cette aide pour l'autre n'est pas tellement un effort, mais plutôt quelque chose qui donne de l'énergie, de la joie. Tout à fait. Pour moi, c'est une certitude. Et ce n'est pas seulement une approche personnelle. Les enquêtes sociologiques qui ont été faites sur le bonheur montrent que ceux qui sont les plus heureux sont ceux qui sont actifs dans les associations. Il n'y a pas de mystère. Pourquoi? Parce que lorsqu'on agit et lorsqu'on voit que ça marche, évidemment, on est en meilleur état psychologique que quand on est enfermé sur son smartphone à voir des horreurs qui défilent. C'est d'une telle évidence. Et donc, pour ce qui concerne le secours populaire, cette approche est largement partagée. Et non seulement elle est partagée, mais nous développons la promotion de cette démarche en direction des enfants, avec notamment le mouvement Enfants Copains du Monde, où on peut voir que ces enfants soient français, ou qu'ils soient en France, ou qu'ils viennent d'autres pays, lorsqu'ils sont ensemble, ils fabriquent du collectif. Et cela donne de la joie, non seulement à eux, bien sûr, à leur famille, mais aussi à tous ceux qui y contribuent. C'est la démarche du secours populaire. Nous y tenons beaucoup. Nous avons la certitude que c'est par ces approches-là qu'il est possible de faire que ça aille mieux. Dans notre pays, bien sûr, mais plus généralement dans le monde. Et pour nous, c'est une vraie préoccupation parce que le secours populaire, c'est un enfant de la résistance. Et à cet égard, le bruit des bombes n'est pas un bruit si lointain
que le Secours populaire ait oublié ce que ça veut dire. Donc nous sommes aussi sensibles à ces questions, que ce soit dans notre pays, que ce soit en Europe ou que ce soit dans le monde, et nous essayons de le faire partager plus encore. Et merci de nous donner la possibilité de le dire. Et merci à vous d'être venu ce matin dans le studio de la matinale RCF. Merci Henriette Steinberg. Vous publiez donc ce livre « Ne jamais baisser les yeux ». C'est disponible aux éditions Robert Laffont et vous êtes également la secrétaire générale du Secours populaire.